Les tractations auront duré près de 2 jours. Peu avant 19h, le secrétaire général de l'Élysée annonce le nouveau gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est la promue de ce gouvernement à 36 ans, ascension rapide pour celle qui était en charge du droit des femmes. Autre surprise, François Hollande et Manuel Valls ont choisi Emmanuel Macron pour s'occuper de l'économie. Ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, il est réputé très libéral. Fleur Pellerin est également promue. Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Elle remplace Aurélie Filippetti à ce poste. D'autres sont confirmés. C'est le cas de la plupart des poids lourds de ce gouvernement. Laurent Fabius conserve les affaires étrangères et le développement international. Ségolène Royal, l'écologie, le développement durable et l'énergie. Christiane Taubira, figure emblématique de la gauche, reste ministre de la Justice. Michel Sapin, chargé des finances et des comptes publics. Stéphane Le Foll à l'agriculture. Pas de changement non plus pour François Rebsamen, ainsi que Jean-Yves Le Drian, chargé de la Défense, et Bernard Cazeneuve à l'intérieur. Thomas Thévenoud, lui, devient secrétaire d'État en charge du tourisme. Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Justice et des Sports. Myriam El Khomri, secrétaire d'État à la politique de la ville. Frédéric Cuvillier, lui, quitte le gouvernement à sa demande, il s'occupait des transports. À noter qu'aucun écologiste ne fait partie de cette équipe. Le premier conseil des ministres aura lieu demain dès 10h. Bonjour Emmanuel Ratier. Bonjour. Alors, quelles sont pour vous les raisons de ce remaniement de gouvernement ? Alors en fait, c'est pas un remaniement, c'est la démission du gouvernement avec un nouveau gouvernement qui est nommé, même si c'est le Premier ministre, et qu'en fait c'est un remaniement. Mais en fait, il y a une démission. C'est ça qui, c'est vraiment important, c'est pas un remaniement. Donc en fait, on s'était vu quand il y avait eu la nomination du premier gouvernement avec Manuel Valls, Oui. qui en fait était d'une certaine manière à la fois une démission du gouvernement et un remaniement. C'est-à-dire que, je vais être clair, en général, quand il y a la démission du gouvernement, l'équipe change très largement. Et là, on a eu... En fait, on change quelques personnages, mais en fait, on ne change pas le sens du gouvernement. On ne change pas, en fait, pour moi, on ne change pas de politique. Donc, en fait, je crois qu'il faut voir ça comme une espèce de... Je ne sais pas si on en avait parlé là, il y a 5 ou 6 mois, mais comme une série de sauts d'obstacles, une course avec des haies. Donc vous avez eu la première haie, c'était le premier tour des municipales. La deuxième haie, c'était le second tour des municipales, où il y a eu un désaveu complet avec une espèce de vague bleue et beaucoup de mairies qui ont été perdues. Et aussitôt après, juste après, 2 jours après, vous avez la troisième haie qui est la nomination de Manuel Valls à la place de Jean-Marc Ayrault. Mais fondamentalement, Manuel Valls a imposé, en fait on le sait maintenant, François Hollande ne voulait pas prendre Manuel Valls, il voulait prendre Jean-Yves Le Drian. Et sous la pression, notamment de Montebourg, et de un certain nombre de lobbies, François Hollande a choisi Manuel Valls. Il suffit de prendre, il y a eu un article très intéressant du Monde qui était paru en avril dernier, qui s'appelle « Pourquoi François Hollande a été obligé de choisir Manuel Valls ». C'est donc pas un choix, c'est un choix qui lui a été imposé. Et je crois que je vous l'avais dit à l'époque, il a aussitôt fait rentrer en fait le loup dans la bergerie, c'est-à-dire l'homme qui est chargé de l'éliminer pour que ça soit le candidat en 2017. Alors, on ne peut pas comprendre l'épisode de août si on ne se met pas en mémoire les 6 derniers mois. On voit que ça lui a été imposé parce qu'évidemment, il fallait user Jean-Marc Ayrault jusqu'à la corde et donc évidemment attendre un mois de plus le résultat des élections européennes. Et pas du tout, Ayrault est viré, et on met Manuel Valls entre les municipales et les européennes. Donc d'une certaine manière, Hollande brûle une cartouche. Donc vous avez ensuite la haie des élections européennes. On l'a déjà oublié, il y a eu un remaniement au mois de juin, où il y a eu 2 nouveaux secrétaires d'État qui ont été nommés.
Et puis, vous avez... bon, il y a eu un certain nombre d'ailleurs de gens qui sont partis, Valérie Fournéron, etc. On a l'impression qu'ils ont disparu. Et puis là, vous avez quelques personnes qui montent au créneau, c'est-à-dire Montebourg et Hamon. Et vous prenez les journaux, vous prenez les Échos, vous prenez Le Monde, vous prenez Mediapart, vous prenez etc. Vous découvrez qu'en fait, Hollande ne voulait pas de remaniement ministériel. Et que c'est Manuel Valls, c'est écrit, hein, ces journalistes, ils écrivent que Manuel Valls a imposé sa démission à François Hollande en exigeant qu'on change les ministres. François Hollande, c'est quelqu'un qui a toujours l'habitude de penser qu'en ne faisant rien, il finira quand même par s'en sortir. Et là, Manuel Valls lui a imposé sa démission, évidemment il l'a conservé, et donc il a éliminé les 2 ou 3 personnes qui pouvaient le déranger à l'intérieur du gouvernement. Alors que la prochaine étape, c'est fin septembre, donc c'est dans très très peu de temps, fin septembre, il va se cristalliser beaucoup de choses. Il va y avoir les élections sénatoriales avec le Parti socialiste qui va perdre la majorité au Sénat. Donc on va avoir une chambre d'opposition, alors que jusque-là, l'Assemblée nationale et le Sénat étaient monocolores, quoi. Ils étaient en gros socialistes, je simplifie. Enfin, ils étaient de gauche. Et là, donc le Sénat va redevenir une chambre d'opposition. Ils ne peuvent pas l'emporter, mais ils peuvent faire traîner les choses, ce qui fait que les lois dont le Sénat ne voudra pas, elles pourront être reportées de 6 mois ou 1 an. C'est-à-dire que, je vous donne un simple exemple, la réforme territoriale, pour qu'elle puisse, avec le regroupement des régions, la suppression des conseils généraux, en fait, etc., qui est associée à ça, pour qu'elle puisse s'appliquer en 2016, alors il dit s'appliquer en 2016, il faut qu'elle soit votée, parce qu'il y a un certain nombre de règles à respecter, il faut qu'elle soit votée avant 2015, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Il n'y a aucune chance pour moi qu'elle soit votée parce que le Sénat va s'y opposer. Surtout qu'à l'intérieur du Sénat, sont très bien représentés les radicaux de gauche, qui sont membres du gouvernement, mais qui en même temps sont opposés à cette réforme. Qui a une espèce de réforme qu'a sorti François Hollande et qui risque d'être... qui aurait été sans doute la principale réforme qu'il aurait faite avec le mariage homosexuel, quoi. Voilà. Et donc, en fait, ils vont avoir l'université d'été du Parti socialiste, où à mon avis ça va arriver dans les brancards, le Sénat où ils vont perdre, et on va avoir le vote du budget 2015, où si les gens qui ont quitté le gouvernement, et ce qu'on appelle la gauche du PS, est conséquente avec elle-même, ils ne peuvent pas voter le budget, donc ils peuvent soit s'abstenir, soit voter contre. Et donc il suffit que l'opposition soit unie pour que le budget 2015 soit rejeté. Et si ils appliquent l'article 49.3 de la Constitution, qui dit que c'est un vote bloqué où il n'y a pas de discussion, vous votez oui ou vous votez non, et si vous votez non et qu'il y a une majorité, le gouvernement est renversé, il y a de nouvelles élections. Donc pour moi, on voit qu'on a un processus d'accélération. Si vous voulez, je vous ai donné un certain nombre d'obstacles, de haies qui étaient là, et on voit qu'elles se sont précipitées. Si vous voulez, le gouvernement Valls, il a tenu 147 jours, c'est-à-dire le plus court gouvernement de la Ve République, hormis les moments où il y a un intérim entre le moment, par exemple, où vous avez un nouveau président de la République et des élections législatives qui vont suivre 1 mois et demi après. C'est une espèce de gouvernement de transition. Mais c'est le gouvernement le plus court. Pensez par exemple à Hamon. Hamon, il est arrivé en avril, il est ministre de l'Éducation nationale, il part fin août, c'est le seul ministre de l'Éducation nationale de toute la Ve République qui n'aura pas fait une rentrée scolaire. Donc il n'a servi strictement à rien, quoi. Ah bon. Donc on est dans un processus d'accélération absolument incroyable, qui évidemment aboutit à une impasse. Moi j'utilise un peu l'idée du sablier, vous savez, avec les grains de sable qui sont attirés vers le milieu et puis qui vont passer à travers par le petit trou. Bon là on a l'impression que tous les problèmes arrivent en même temps, donc il y a à la fois un problème politique, mais ce problème politique il est la conséquence de problèmes économiques et financiers. Voilà. Et ça, du coup ça sert à quoi de faire un remaniement ou une démission maintenant là Alors, pour moi, il y a beaucoup de précipitation. Je vous dis, ça a été imposé par Manuel Valls, parce que Manuel Valls se voit un destin présidentiel, évidemment. Donc, il pense que Hollande va être enterré, qu'en fait, Hollande, c'est l'idéologie, je dirais, européiste ou mondialiste, qui dit qu'en fait, François Hollande est un accident de l'histoire, parce qu'en fait, c'est Dominique Strauss-Kahn qui aurait dû être élu président de la République, et que donc, François Hollande n'incarne pas le vrai socialisme.
Et que donc, Manuel Valls est beaucoup plus apte à incarner le socialisme de marché, revu et corrigé, que François Hollande. Et donc, François Hollande, pour moi, n'a plus la main sur le gouvernement et est totalement marginalisé, réfugié à l'Élysée, avec Jean-Pierre Jouyet, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est celui qui mène la danse, c'est Manuel Valls, c'est pas du tout François Hollande. François Hollande, il était partisan de temporiser, il voulait pas changer le gouvernement. Il pensait qu'il fallait taper un peu sur la table. Bon. Alors en fait, il y avait 4 grands opposants à l'intérieur du gouvernement, en tout cas Manuel Valls. Donc il y avait Montebourg, Hamon, Filippetti, qui a eu relativement du courage en décidant de démissionner. Enfin, bon, elle est toujours conseillère générale. On a oublié qu'elle n'avait pas démissionné conseiller général et qu'elle va retrouver un poste de député. Et puis, il y avait la 4e, qui est évidemment Christiane Taubira. Et tout le monde s'est étonné qu'elle reste au gouvernement. Mais elle reste au gouvernement uniquement pour des raisons pécuniaires. Puisqu'elle est opposée à la ligne du gouvernement. Mais comme elle n'a aucun mandat électif, elle perdrait le Grisby. Donc elle n'aurait plus des revenus équivalents à ceux qu'elle a aujourd'hui. Elle aurait sans doute de grandes difficultés pour retrouver un poste électif. Alors elle serait propulsée sans doute inspecteur général d'un quelconque ministère, etc. Mais ça lui ferait une perte énorme de revenus. Et donc on voit là le pouvoir du capital qui s'est imposé face au domaine des idées, quoi. Filippetti, ça a été le contraire. Filippetti, elle aurait parfaitement pu rester au gouvernement, elle a choisi de partir, mais bon, elle va quand même retrouver, elle a un casse-croûte avec son poste de député qui va retrouver son poste de conseiller général. Pour moi, Taubira est restée au gouvernement uniquement parce qu'elle n'a plus aucun mandat électif. D'accord. Voilà. Et dans cette démission remaniement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous ? C'est-à-dire, pour moi, ce qui m'a marqué, c'est que normalement, je vous dis, quand vous prenez la Ve République, quand il y a des changements de gouvernement, en général, on renouvelle au moins la moitié ou les 2 tiers de l'équipe. Si vous voulez, par exemple, quand Jacques Chirac était parti en 1976, il a été remplacé par Raymond Barre, il y a eu de très importants changements dans le gouvernement. Là, vous vous rendez compte que c'est une dissolution de confort exigée par Manuel Valls, puisqu'il y a 22 ministres et secrétaires d'État sur 36 qui conservent exactement les mêmes fonctions et les mêmes postes. Alors, vous amusez la galerie, donc vous faites passer quelques personnes d'un poste à un autre, c'est assez classique, considérant qu'ils vont être compétents dans les deux domaines, aussi ignorants dans les deux. Et puis, vous faites rentrer quelques personnes. On peut dire, oui, le seul élément important, c'est l'entrée d'Emmanuel Macron. Ça, c'est l'événement essentiel, et qui s'explique par des raisons économiques et financières qu'on va sans doute pouvoir expliciter. Justement, qui est Emmanuel Macron ? Alors, Emmanuel Macron, pour comprendre, donc je lui dis qu'on a une crise politique avec la gauche du PS, si vous voulez, le programme qui est en train de mettre en place et mis en œuvre par François Hollande, c'est un programme qui est pratiquement à l'opposé de son programme électoral. Ce qui fait qu'il a perdu le soutien de la plupart des gens qui s'est désisté pour lui au second tour de la primaire du Parti Socialiste. Il n'a pas le soutien de Martine Aubry, il n'a plus le soutien de Montebourg, et il n'a plus le soutien non plus des gens qui s'est désisté pour lui ou qui l'avaient soutenu au second tour de l'élection présidentielle. Donc il n'a pas le soutien de Jean-Luc Mélenchon, et il n'a pas le soutien des Verts. Donc il a une majorité qui est de plus en plus réduite. Donc ils avaient actuellement une voix de majorité à l'Assemblée nationale. Bon, je ne sais pas si ça va changer avec les députés qui vont retrouver leur poste, etc. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un noyau dur d'un certain nombre de députés socialistes. On peut dire, bon, si on veut, la gauche du PS, mais je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. S'ils sont conséquents avec eux-mêmes, avec ce qu'ils disent et avec leurs électeurs, ils ne peuvent plus que voter contre le gouvernement, puisque le gouvernement a pris depuis plusieurs mois un certain nombre de positions qui sont à la traîne, en fait, de Bruxelles. Parce que le problème fondamental de François Hollande, il est très simple. Depuis le 2012, les impôts ont augmenté de 50 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'on a pris aux contribuables français, en plus de ce qu'ils donnaient déjà, 150 milliards d'euros. Enfin, plus ça se cumule, mais l'augmentation, aujourd'hui, elle est de 150 milliards en 2014.
Dans le même temps, vous avez une croissance nulle, à la limite négative. Vous avez un commerce extérieur qui est mauvais, déficitaire. Vous avez un chômage qui n'a jamais été aussi élevé. Vous avez à peu près 3,5 millions de personnes en catégorie A, et vous avez 5,5 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Or, en réalité, quand vous le comparez par rapport à le chiffre, c'est par rapport à la population active, le taux de chômage qui est estimé à 10,6, vous vous rendez compte qu'on le fait par rapport à la population active, mais en fait, dans la population active, on met les chômeurs, on met les fonctionnaires, et on met, par exemple, les professions libérales, ou d'autres professions qui paraissent ridicules, etc., mais par exemple, les prêtres. Bon, ils exercent une activité, ils ne sont pas considérés comme chômeurs. Donc, inutile de vous dire que ces gens-là ne peuvent pas se retrouver au chômage. Un fonctionnaire ne peut pas être au chômage, il est titulaire. Bon. Donc, vous vous rendez compte que le chômage, en réalité, touche un tiers de la population active. C'est beaucoup, beaucoup plus élevé que ce qu'on dit. Parce que le système de calcul est faux, puisqu'on parle de la population active, y compris les personnes qui sont protégées, ou les professions libérales qui ne peuvent pas être au chômage. Puisque les professions libérales cotisent au chômage, mais ne toucheront jamais le chômage. Un avocat ne peut pas toucher le chômage, un médecin ne peut pas toucher le chômage, etc., s'il exerce en profession libérale. Vous vous rendez compte que le gouvernement, donc il n'y a pas d'investissement parce qu'il n'y a pas de demande solvable, donc tous les indicateurs sont rouges, et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on se retrouve, j'en parle souvent dans Faits et Documents, avec des indicateurs qui sont les plus mauvais depuis la création de l'indice. C'est-à-dire que, par exemple, si mis sur son mot, je crois qu'au début des années 80, on a créé un indice d'anticipation des entrepreneurs. C'est-à-dire, est-ce que les entrepreneurs voient l'avenir de manière positive ou négative? C'est pas compliqué, s'ils le voient de manière positive, ils investissent et ils produisent plus. S'ils le voient de manière négative, ils arrêtent d'investir, ils produisent moins parce qu'ils se disent qu'ils ne vendront pas ce qu'ils produisent. Les anticipations sont les pires depuis le début des années 80. Je vous donne un autre exemple. On vous dit qu'il n'y a pas d'inflation et qu'on va vers l'inflation. Toute personne normale et sensée voit que les prix augmentent. Bon. Dans le même temps, les revenus du livret A sont tombés à 1%. C'est les plus faibles depuis 1818, c'est-à-dire qui est la date de création du livret de caisse d'épargne. Donc vous avez des indicateurs qui exploseraient toutes les tendances, mais on peut remonter qu'au moment où ils ont été créés. Donc on peut dire que vraiment les anticipations sont catastrophiques pour l'économie française. Et dans ce contexte, alors donc dans ce contexte, on nomme Macron parce que le seul système pour s'en sortir du gouvernement, c'est de se concilier Bruxelles. Pour pouvoir transgresser la règle qui n'est pas suivi, mais les 3% de déficit, ce qui est déjà une catastrophe. Si vous dépensez chaque année 3% de plus que ce que vous gagnez, au bout de 10 ans, en se cumulant, ça fait 45%. Et puis au bout de 20 ans, vous seriez déjà en tôle, mais vous travaillerez gratuitement pendant 1 an pour rembourser ce que vous devez, quoi. Donc c'est un truc, n'importe quelle entreprise serait en faillite. Bon. Là, il faut se concilier d'une part le fait qu'on va avoir le droit. Cette année, ça va être de l'ordre de 4,2. Il faut rappeler quand même que dans les promesses électorales de François Hollande, ils disent qu'en 2014, on sera à 3%. Bon. On était à 3,8 au début de l'année, on va être à 4,2. La dette de l'État va augmenter de 4,2% cette année. C'est-à-dire qu'on va dépasser les 2000 milliards d'euros. Et en quoi Emmanuel Macron pourrait rassurer Bruxelles? Ah ben, c'est pas compliqué. Ils vont augmenter la flexibilité du travail. Ils vont baisser les salaires, ils vont supprimer les 35 heures, ils vont introduire de la flexibilité avec une quasi-suppression des CDI, ils vont favoriser l'immigration, et donc tout ça correspond aux règles socialo-libérales de la Commission européenne. Bon. Donc on le nomme pour ça, et on le nomme en même temps, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il est... Je n'ai pas vérifié s'il était membre du siècle. Mais enfin, il est membre du groupe de Bilderberg. C'est quand même... c'est un petit jeune, quoi. Il est membre du groupe de Bilderberg, comme, évidemment, Manuel Valls. Et il est ancien de la French American Foundation. C'est-à-dire qu'il a l'aval des lobbies anglo-saxons, pour simplifier. Bon. Et donc, c'est pour permettre à la France de faire des emprunts à des taux réduits sur le marché international. Si vous voulez, Macron, c'est l'homme des banques.
Donc c'est l'homme qui va pouvoir emprunter sur le marché international, et les banques, si un jour l'État ne peut pas rembourser, ou certaines parties de l'État, comme, je sais pas, la fonction hospitalière, les collectivités locales, etc., eh ben, les banques feront des prélèvements sur les dépôts des Français dans ces banques. Bon, et c'est un banquier qui est à la tête du ministère de l'économie maintenant, et inutile de vous dire qu'ils ne se gêneront pas. Mais les règles ont été adoptées il y a quelques mois à Bruxelles, j'en ai parlé dans Fait Documents, il n'y a pas grand monde qui en a parlé, qui autorise désormais ce qui s'est produit à Chypre, c'est-à-dire qu'on a prélevé entre 10 et 80% que les gens avaient sur leur compte en banque. D'ailleurs, il est peut-être pas si surprenant qu'il arrive à ce poste, parce qu'avant, il était, je crois, secrétaire adjoint... secrétaire général adjoint de l'Élysée. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il avait déjà la haute main sur le secteur dont il va s'occuper. Voilà. Mais on voit bien le discours de Manuel Valls auprès du MEDEF hier, et surtout la manière dont le grand patronal l'a reçu. Mais ce qu'il faut comprendre, que le MEDEF, en fait, le MEDEF n'est plus du tout ce que le syndicat ou le parti des patrons a pu être dans les années 30 avec le comité des forges, après dans les années 50, 60, au moment de l'industrialisation, etc. L'essentiel des cotisants au MEDEF, c'est exclusivement d'abord des grandes entreprises, en général où l'État a des participations, type Renault, ou qui sont dirigés par des serviteurs de l'État, serviteurs entre guillemets, quoi, ce qu'on appelle des hauts commis, quoi. Bon. Et qui passent directeur de cabinet ministériel, membre du staff rapproché d'un président à l'Élysée, et hop, on les retrouve à la tête d'Orange, on les retrouve à la tête de Peugeot, on les retrouve à la tête d'EDF, de GDF, etc. Et alors, ce ne sont plus du tout des entrepreneurs, ce sont des énarques financiers. Donc on est rentré complètement dans une logique d'ingénierie financière et pas du tout dans une ingénierie de production. Bon. Et ce qui va se produire là, c'est qu'il va y avoir la récession la récession financière, c'est-à-dire les revenus des gens, vont évidemment baisser l'année prochaine. Vous avez des grands discours de Manuel Valls qui vous dit qu'ils ont exonéré un certain nombre de gens qui allaient se retrouver à payer des impôts, etc. Mais cet argent sera récupéré d'une manière ou d'une autre manière. Augmentation de la TVA, imposition d'une partie des revenus qui étaient exonérés de cotisations pour les retraités, suppression d'un certain nombre d'avantages, par exemple pour les parents seuls qui ont élevé plusieurs enfants, etc. etc. Il n'y a plus d'argent, il va falloir rogner. Et donc Emmanuel Macron est chargé de rassurer le patronat. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Parce que certes, les entreprises françaises sont dans une situation catastrophique, mais il faudrait qu'il y ait une demande solvable pour qu'ils puissent vendre. Or, il suffit de voir les chiffres du tourisme cet été pour constater qu'il y a une baisse des dépenses. Enfin, il y a les départs, mais aussi les dépenses des gens quand ils sont en vacances. Donc les gens dépensent beaucoup moins au restaurant, beaucoup moins en location, la consommation d'essence a baissé, etc. Ce sont des signes, ça c'est des signes réels de paupérisation. Vous voyez, on arrête de partir dans des grands chiffres complètement abstraits. Le gouvernement, pour moi, actuel, ne peut aboutir qu'à un échec. Et tout simplement parce que les présupposés qui ont été choisis sont faux dès le départ. Et qu'on ne pourrait pas avoir de changement avant plusieurs années. Si vous voulez, quand vous décidez d'entreprendre quelque chose, pour faire bouger les rouages administratifs, pour faire bouger l'économie française, etc., on ne la bouge pas en 6 mois. On commence à voir les résultats au minimum au bout d'1 an. Bon. Et là, on se rend compte qu'ils ne vont peut-être même pas pouvoir faire voter ce qu'ils veulent. Je vous dis, le budget 2015, il paraît plausible qu'il ne soit pas adopté fin septembre. Donc ça peut aller très très vite, et on peut donc se retrouver dans une crise ministérielle d'ici 4 ou 5 semaines. Et à ce moment-là, on aurait une accélération avec une nouvelle haie. Pour moi, c'est si vous voulez, vous faites un 110 mètres haie, ou je sais pas, oui, mettons, je crois que c'est le 110 mètres haie. Donc les haies, elles sont toutes à la même distance, mettons tous les 10 mètres, mais là, on les rapproche de plus en plus. Donc il y a un moment où le coureur, il finit par tomber, quoi. Parce qu'il n'a pas assez de rebond pour repasser les haies. En plus, elles ne sont pas où il les attendait.
Donc c'est du rapiessage, ce qui a été fait aujourd'hui. Ça a été fait à la demande, je répète, de Manuel Valls. Mais pour moi, ça ne peut aboutir qu'à un échec. Écoutez, on va suivre ça de près. Emmanuel Ratier, merci beaucoup. Merci.